Hello, vous écoutez l'interview de Colo, le podcast qui plonge dans nos intériorités. Je suis tellement heureuse d'accueillir le danseur et chorégraphe contemporain Anissé Zeoua pour un nouvel épisode très profond autour de l'identité. À travers son parcours, on comprend son combat pour embrasser pleinement le talent de danseur qui lui a été confié pour son passage sur Terre. On ne peut pas fuir ce pourquoi on est fait. Bonne écoute. Bienvenue dans la Colosphère. Je suis Colo, artiste entrepreneur aux multiples facettes. Chaque vendredi, dans l'interview de Colo, je vous propose une plongée thématique avec ou sans invité, dans nos vies intérieures, dans notre puissance et notre vulnérabilité, dans toutes les nuances qui font de nous des êtres humains. Si vous appréciez ce rendez-vous, partagez-le à vos proches, écrivez-moi en commentaire et pour soutenir le podcast, mettez une super note pleine d'étoiles. Et bonjour Anissé, aujourd'hui on est ravis de t'accueillir dans l'interview de Colo. Comment ça va? Ouais, ça va super bien chez moi. Ça va super bien, bien réveillé et voilà. Je, je, je suis aussi animé de pouvoir participer à cette interview. Voilà, et très heureux en tout cas de répondre à cet appel. Eh ben, en tout cas, moi je suis vraiment honorée. Pour vous situer, chères auditrices, chers auditeurs, Anissé Zeoua, c'est le danseur que j'ai invité dans le clip de mon premier morceau qui s'appelle Contrôle d'identité, que vous pourrez retrouver sur les réseaux. Et pour moi, quand j'ai vraiment réfléchi à ce clip et à comment j'aimerais le construire, ça a été une évidence de faire appel à Anissé par rapport aux différentes connexions qu'on a au regard de l'identité et à la recherche artistique qu'on a, qui est assez proche en termes de thématiques. Donc, c'est vraiment un grand honneur d'avoir Anissé et de pouvoir entendre ton parcours. Est-ce que tu veux nous partager ton parcours qui t'a amené à devenir du coup danseur professionnel et à être Bon, dans la danse, quoi? ok. Bon, déjà, je me représente, je suis Anissé Zewa, danseur, chorégraphe contemporain. Et voilà, je dirais en un seul mot que la danse et moi formons une seule personne. Voilà, mais voilà, pour que on soit une seule personne, il y a eu vraiment assez de combats entre elle et moi. Voilà, dès le bas âge, parce que j'étais carrément envahi par le milieu artistique à la base depuis l'enfance. Parce que ce sont les premières choses qui m'ont attiré à aimer un peu la beauté du monde. Voilà, j'avais les mains qui aimaient dessiner, les mains qui aimaient essayer de faire des sculptures avec du sable et le corps qui adorait en tout cas bouger sur tout ce qui est son, tout ce qui est musique. Voilà, mais en plein début de mon enfance, j'étais plus attiré à devenir un footballeur. Voilà, le football, pourquoi? Parce que j'avais la photo de mon père qui était dans notre salon et qui était en train de jouer au foot. Et ça me marquait beaucoup. Donc, comme on le dit, voilà, un enfant, il ne voit que comme bon exemple son père. Donc, du coup, en voyant cette photo, j'ai voulu aller dans cette direction. Et voilà, je m'efforçais à devenir en tout cas ce bon footballeur. Et donc, la danse, je ne l'ai pas vraiment prise comme ce don qui m'a été donné, voilà, depuis la base, voilà. Donc, ça a été vraiment un sujet de combat d'abord en moi, en mon intérieur, voilà. Mais les gens m'identifiaient vraiment beaucoup. Les gens m'approchaient beaucoup quand je dansais. Voilà, mais dans le quartier là où je suis, c'était en ce moment, entre guillemets, c'était le football qui était la chose la plus bien vue par nos parents, par les grands frères du quartier, voilà, tout ça.
Et ce quartier, c'était où, du coup, tu peux me rappeler? Déjà, je suis de la ville d'Abidjan, précisément dans la commune d'Abobo, Ok, donc en Côte d'Ivoire. Ok. en Côte d'Ivoire. Voilà, donc la danse, c'était tout le temps quelque chose qui rôdait dans mon corps. Voilà, quand il y a un peu de son, je dégageais cette énergie simplement pour m'amuser. Et aussi, c'est parce que j'avais du mal à mon enfance de partager beaucoup avec mes amis, parce que j'avais du mal à parler en ce moment. Je bégayais assez. Donc, du coup, un être qui n'arrive pas à former une phrase, déjà, il se renferme. Donc, du coup, la seule chose là où je pouvais communiquer pendant longtemps, c'était la danse. Mais je ne la considérais pas vraiment, voilà, moi je la faisais parce que soit quelqu'un m'a énervé, que je me sentais trop triste, quand il y a une musique, je vais là pour dégager un peu cette colère. Quand je suis en joie, que je veux l'exprimer, je pars là pour danser. Donc, je peux être à la maison et pendant une bonne période et je sors pour aller devant des discothèques, là où il y avait des musiques qui résonnaient et je vais là pour danser, pour dégager. Mais la danse n'était pas vraiment toujours pour moi ce qu'il fallait pour pouvoir affronter ce monde. Donc, après plusieurs années et que j'ai commencé à approcher l'âge d'adolescent, et c'est à partir de là que les vraies décisions doivent être prises pour moi. Je me suis retrouvé dans un établissement où on donnait quand même la chance aux élèves de pouvoir créer des chorégraphies pour la balle de fin d'année. Et moi, toujours enfermé parce que j'avais toujours du mal à m'exprimer. Voilà. Étant en classe, il y avait un instituteur qui s'occupait de cette discipline-là, qui est rentré dans notre classe et qui a demandé s'il y avait des élèves qui étaient engagés à, à participer, voilà, à cet événement pour monter la chorégraphie. Et il y avait quelques-uns de mes amis dans la classe, certains qui m'avaient déjà vu danser. Et il y en a d'autres qui ont levé la main, mais moi, je n'ai pas levé la main du tout. Et il y en a un qui s'est levé à sa place et qui est venu, qui m'a levé la main. Et du coup, le maire dit, mais il n'a pas levé la main, pourquoi tu insistes? Il dit, mais monsieur, moi, je l'ai déjà vu danser, il est très fort. Bon, ça m'a fait rire, mais je pense que c'est à partir de là que, voilà, beaucoup de choses ont commencé à sonner. Voilà, parce que je me suis vu aimé par cet instituteur et par ses amis qui étaient aux alentours, qui ne me faisaient pas savoir que voilà, ils m'aimaient à cause de parce que je dansais, je savais vraiment dégager cette énergie-là. Et donc à partir de là, je vais à l'école. Au fait, cet engagement-là m'a poussé à aimer encore plus mes études parce que je voyais qu'il fallait que voilà, j'ai un défi. Je suis avec des amis qui sont des bons bosseurs. Moi, je suis bon danseur pour lesquels eux, ils mènent. Et il faudrait que je sois aussi bon bosseur comme eux. Donc, et le tic est arrivé quand j'ai eu à rater mon examen parce que j'étais en classe de CM2. J'ai eu à rater mon examen et ces amis avec qui j'étais dans la classe, ils ont été tous admis. Et à partir de là, j'ai été vraiment choqué. Je voulais plus m'approcher de la danse parce que je me suis accusé que c'est parce que j'ai commencé à trop montrer que voilà, j'ai ça en moi que j'ai pas eu vraiment cette chance de me concentrer pour mes études. Et comme on le dit, voilà, quelque chose qui est en toi, tu ne peux pas la fuir. Donc pendant un moment, voilà, j'ai commencé à insister à ce que je sois un élève brillant et j'ai été Donc atteint là, d'une maladie. tu as délaissé, en fait, comme en fait, on t'annonce que tu dois redoubler ton CM2, tu te dis, ben, il faut que je délaisse la danse et que je me remette à fond dans les études, c'est ça? Exactement. Voilà, donc du coup, durant cette période là où j'ai commencé à me concentrer sur mes études, dans les bouquins, essayer de mieux me donner une belle performance pour mes études, je me suis retrouvé accidentellement malade et cette maladie m'a carrément cloué au sol parce que j'avais plus la lucidité de mes membres. Voilà, j'avais tout mon corps qui était carrément, je vais dire, à moitié mort. Voilà, et je ne bougeais pas du pied, je ne bougeais pas des mains et j'avais du mal à entendre.
Donc tout ça déjà pour moi qui avait du mal à parler, je parlais plus. Et donc là, il y avait beaucoup, donc c'était maintenant quelque chose qui vivait que à mon intérieur. Assez de questions, voilà. Et j'ai eu un tic simplement parce que je voyais les autres marcher. Je voyais d'autres, simplement les voir marcher, j'ai envie de marcher. Mais je me disais, mais hier tu marchais. Tu marchais et tu avais ce que tout le monde enviait, qui est la danse. Mais tu as refoulé cette danse-là comme si elle n'était... Et me trouvant dans cette position, dans le lit de l'hôpital, je, je, je me suis dit simplement une seule chose, que si la vie me redonnait euh, le pouvoir de pouvoir remarcher, de pouvoir reprendre contrôle sur mon corps, je danserai toute ma vie. Voilà. Et le simple fait de dire je danserai toute ma vie, ça a pris vraiment de l'impact sur le reste, sur le courant du reste de ma vie, parce que j'ai eu quand même cette chance de retrouver la lucidité de mon corps. Et mais je suis sorti quand même de cet hôpital-là avec l'oreille qui n'entendait plus. Mais Voilà. donc là, en gros, tu es dans une maladie ou tu es dans une situation où tu es paralysé, quoi. Oui, Tu es bloqué sur le lit, tu oui, plus oui. l'usage de tes membres, tu plus l'usage de l'ouïe, t'as plus... Bon, la parole, tu l'as, mais tu étais déjà renfermé avec tes bégaiements. Et donc là, concrètement, tu te dis, si la vie m'envoie un signe et si j'arrive à remarcher, je danserai toute ma vie. Oui, Et, exactement. et, et donc, c'est... Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, en fait? Ben, je crois que en ce moment, voilà, tout commence à être clair pour moi et la raison de pourquoi je suis commence à pouvoir mieux s'ouvrir à moi parce que j'ai trouvé que j'avais tout ce qu'il fallait pour moi pour être dans la joie, pour vivre. Parce que la meilleure des choses sur cette terre, c'est de trouver un moyen qui te rend joyeux pour pouvoir exister. Donc du coup, voilà, je ne me trouvais plus en train de forcer pour avoir des gros diplômes, pour, voilà. Et je voyais tout ça maintenant noir de, bon, quand tu penses avoir des diplômes, tu penses directement avoir des costumes, te présenter comme, voilà. Et tout ça, je ne voyais vraiment pas moi. Je ne voyais pas ça vraiment de moi, je ne m'identifiais pas vraiment à ça. Et à partir de là, je me suis dit, ben, si c'est le mouvement, si c'est la danse, en quoi je m'identifie, il faut que je trouve maintenant le chemin. Voilà, donc à partir de là, j'ai eu la chance de ressortir de l'hôpital sain et sauf, avec quelques défauts qui me sont restés jusqu'à aujourd'hui, parce que je n'entends plus de l'oreille gauche et j'entends seulement de l'oreille droite. Et à partir de là, et une fois que je suis sorti de l'hôpital, j'ai plutôt cherché des, des groupes qui avaient déjà l'habitude de danser, un groupe de danse pour que je puisse m'intégrer dans un groupe parce que personnellement, j'étais solitaire. Voilà, danser seul, j'avais déjà l'habitude. Voilà, et je me disais pour être dans ce domaine-là, il faut quand même avoir la performance des autres et créer un entourage aussi fort pour pouvoir connaître mieux le chemin. Et c'est comme ça que j'ai eu la chance d'être dans un groupe appelé PVP Dance du Plateau qui participe à un concours qui se passe chez nous en Côte d'Ivoire chaque année. Et cette émission, on appelle Variété Scope. C'est une émission qui englobe la chorégraphie et la scénographie. Donc, dans ce groupe, j'avais deux chorégraphes avec qui j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup nourri mon corps de cette profession qui commençait à s'imposer à moi. Voilà, tout ça. Donc, avec ce groupe, on a eu des difficultés pour pouvoir avoir le trophée qu'on recherchait pendant 2 ans. Et la troisième année, une fois, on a eu le trophée en 2009 parce qu'on a participé au concours en 2007 pour la première fois. On était déjà un groupe qui régnait à peu près sur beaucoup de concours nationaux. Et euh, Variété Scope, c'est une émission qui est télévisée et elle avait complètement disparu du radar de la télévision parce qu'il y a eu une crise qui l'a carrément mis en pause. Crise Et politique. oui, une crise politique qui l'a mis en pause en 2002.
et elle a repris à partir de 2007. Donc 2007, c'était le renouvellement de cette émission-là. Donc on a commencé à partir de là, nous, et voilà, on a été une belle image de cette émission parce qu'on était un groupe vraiment charismatique. On avait ce qu'il fallait pour pouvoir redonner une belle image à cette émission-là. Mais on n'a pas eu la chance pour la première année et ni la deuxième année. On était tout le temps finaliste et jusqu'à la troisième année où c'était notre troisième fois d'être en finale et ça a été le succès pour nous. On a remporté, voilà. Et après ça, je me suis dit, j'ai eu la formation que je voulais. Voilà, j'ai eu la formation que je voulais et maintenant, qu'est-ce que je fais de tout ce que j'ai eu? Et je me suis dit, il faut que je me trouve une direction professionnelle maintenant. Voilà, Mm. parce Mais que parce que, excuse-moi, je te coupe, mais si on revient, donc en fait, concrètement, tu es à l'hôpital paralysé, et après, tu te dis, bah, si j'ai un signe de la vie, je danserai toute ma vie. Donc on voit qu'après, bah, c'est ce qui s'est passé. T'as trouvé ce groupe que tu considères comme ta formation initiale pour t'ouvrir justement à l'extérieur. Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe pour que tu passes? T'es un miraculé en fait, pour que tu passes de la paralysie de tous tes membres dans cette maladie où le médecin te dit non là c'est pas possible, vous allez pas pouvoir bouger, etc. À d'un seul coup te retrouver debout et pouvoir rebouger. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? bon, déjà là, je dirais que voilà, c'est comme tu l'as dit, c'est un miraculeux. Et même le médecin qui m'a diagnostiqué, il m'a carrément dit que c'est un miracle de me retrouver là, que lui, il est en train de me regarder, je suis debout, que c'est un miracle. Voilà, que en majorité, les personnes qui viennent avec cette maladie-là ressortent de ce lieu soit paralysées complètement, soit avec une folie, ou soit ils sont morts. Et donc là, moi, une fois, il me l'a dit, j'ai entendu ça, j'ai dit, waouh, c'est que j'ai quelque chose que je, j'ai pas encore maîtrisé. Il faut que j'arrive à la maîtriser. Et c'est à partir de là, la danse, c'était la seule chose pour moi d'atteindre un peu sur tête là. Voilà. Et de pouvoir savoir vraiment qu'est-ce qui est en moi. Mais ce qui est fou, c'est dans ce que tu partages, c'est que là, tu es jeune à ce moment-là de cette maladie. Tu as quel âge à peu près? Tu te Et souviens? j'avais à peu près 18 ans. Ok, donc tu as 17-18 ans. Et bon, t'as pas 10 ans, mais tu es quand même jeune. Euh, c'est un moment où on se construit. C'est quand même une énorme maturité de se dire, Oui. est-ce que c'est le fait d'être cloué à l'hôpital qui de toute façon te dit j'ai qu'une issue, c'est entre guillemets soit la mort, soit je plonge en moi, je me regarde en face et j'accepte mon identité profonde, ce que je suis venu faire sur Terre. En fait, c'est un peu ça que tu partages. C'est vraiment très puissant. Mais comment tu trouves cette maturité-là, est-ce que ça s'impose à toi à un moment où c'est vraiment bah, c'est une déflagration, quoi, quand tu es coincé là sur le lit d'hôpital? Bon, déjà, il faut se dire que pour, pour quelqu'un qui est animé à la quête de d'abord la vérité, de savoir qu'est-ce qu'il fout sur la terre, Mm. voilà, il aura quand même la force de chercher l'être qui il est. Donc, du coup, après cette maladie-là, parce que bon, je vais essayer un peu d'être court parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'est passé pendant ces deux Ouais. semaines de cette maladie-là, voilà, dont j'ai vu beaucoup de choses dans la tête, beaucoup de choses se sont passées, voilà, des choses même que je dirais qui englobent le monde très mystérieux. Mm. Voilà, mais comme on le dit chez nous, voilà, il est bon souvent de garder certains secrets. Voilà, parce que s'exposer à tout et à rencontrer tout peut te mettre aussi en danger. Mm. Voilà, donc je pense que voilà, cette maturité-là est venue quand même en moi parce que j'avais quand même cette personne qui était solitaire, Mm. qui était beaucoup ancré en lui, voilà, qui pensait à chaque moment de chaque pas qu'il pose, voilà, des actes qui sortent de lui, voilà,
d'essayer d'être dans la vérité à tout prix. Voilà, parce que quand tu recherches la vérité et même quand il t'arrive de pouvoir vivre une période où le mensonge prend contrôle de toi, tu te mets tellement en jugement que ta conscience, elle est là. Ta conscience va toujours te clouer, te mettre en genoux. Voilà, donc du coup, je pense que c'est simplement cette quête de vérité-là qui est la plus essentielle pour moi. Voilà. Non, mais c'est vraiment puissant. Merci de nous partager ça parce que c'est c'est incroyable et ça ramène vraiment à l'intérieur. À l'intérieur, l'intérieur, en fait, tu dis que c'est presque comme tu étais une personne introvertie, tu avais cette habitude d'être tourné vers toi et de saisir qui tu es. C'est vraiment incroyable. On va refaire un saut parce que je t'ai coupé, mais c'était pour vraiment comprendre cette histoire de comment tu passes de cloué à l'hôpital à debout, à intégrer ce groupe de danse. Donc après ce groupe de danse, oui, effectivement, il y a un moment où tu te dis, mais là, j'ai eu ma formation. En fait, maintenant, c'est une voie professionnelle vers laquelle j'ai envie de me tourner. J'ai vraiment envie de mettre ce talent, ce don que j'ai enfin accepté, qui s'est imposé à moi, à, dans une dimension vraiment plus professionnelle. Et là, comment ça se passe alors, cette suite? Bon, déjà là, à partir de là, je fais un petit passage de remercier déjà ces chorégraphes avec qui j'ai passé toute cette période-là parce que ils ont quand même eu cette, cet amour de pouvoir m'accepter, voilà, parce que être beaucoup renfermé, c'est beaucoup gênant aussi pour des personnes qui sont aux alentours de toi. Mais il fallait que eux aussi, ils aient vraiment la sagesse de pouvoir connaître qui je suis. Donc, ces personnes, elles me connaissent bien. Donc, ils m'ont tout le temps protégé un peu dans ce format dans lequel j'étais. Et en plus de cela, j'étais un peu la personne qui essayait de fuir la concurrence. Voilà, parce que pour moi, on est dans un milieu où, deux fois, quand l'art commence à se développer en toi, la première des choses que tu trouves, c'est de montrer que tu es le meilleur. Voilà. Et moi, je voulais pas vraiment que cet ego-là prenne le dessus sur moi. Voilà. Tout ce que je voulais, c'est d'être meilleur que moi-même. D'être meilleur chaque jour que moi-même. Donc, du coup, des fois, quand dans ce groupe, il y avait des spectateurs qui venaient juste regarder nos chorégraphies et qui n'arrêtaient pas de chuchoter à mon oreille que, waouh, mon ami, tu es le meilleur de ce groupe. Tu es tellement le plus fort. Et dit, non, mais ça, c'est des choses qui agaçaient un peu mon oreille. Donc, du coup, parce que ça, si tu te nourris de ce genre de choses, c'est sûr et certain que tu vas te perdre. Voilà, parce que la concurrence dans ce milieu-là, c'est quelque chose qu'il faut beaucoup éviter. Sinon, tu sauras jamais qui tu es. Donc, du coup, moi, je peux dire que ça aussi, ça m'a aidé de ne pas vraiment m'accrocher à ça. Et à partir de là, après notre victoire en 2009, je cherchais toujours la bonne direction pour moi. Et il existe des compagnies, voilà, en Côte d'Ivoire qui étaient déjà installées. Et j'essayais un peu d'approcher ces différentes compagnies-là, mais je ne trouvais pas vraiment ce que je voulais en plus de tout ce que j'ai eu, parce que je vais devenir meilleur que ce que j'ai. Donc, ces compagnies-là, les matières, les thématiques, leur fonctionnement, je ne me sentais pas dedans. Donc, du coup, je n'ai jamais approché une compagnie. Je ne me suis jamais intégré dans une compagnie. Et voilà, et un jour, j'ai eu un ami, un collègue avec qui j'ai été dans le groupe là où j'ai été formé, qui avait d'avance une maturité dans le milieu, qui était beaucoup ancien que moi. Donc du coup, lui, il travaillait déjà avec une dame qui est chorégraphe à la base et qui est chanteuse, qui avait lancé un casting. Et en pleine rue, je marchais et on s'est trouvé. Il m'a dit, ah, Nissé, ben, déjà, tu fais quoi ce soir? Il lui a dit rien. Il dit, bon, il y a tel artiste qui a son casting. Si tu es intéressé, voilà, tu viens là, on monte le taxi, on passe. C'est comme ça que je suis monté dans le taxi avec lui. Et là, pape, on est arrivé chez la dame et on a fait le casting. La dame, elle est descendue, elle est venue regarder les danseurs qui étaient présents. Elle a fait sa sélection et c'est là j'ai fait partie du groupe de la chanteuse. Son nom, c'est Kandé Kanté, une artiste très puissante qui dégage vraiment une chorégraphie de puissant. Voilà, parce qu'à la base, dans ce que je suis, je ne voulais pas être derrière un artiste pour danser.
Voilà, mais cette personne-là déjà me nourrissait encore plus du danseur que je suis. Donc j'avais cette joie de partager la chorégraphie derrière cette, cet artiste-là. Parce qu'elle, Voilà. elle était Et chanteuse et danseuse, et très oui, bonne oui, danseuse aussi, oui, quoi. Ouais, oui. c'est ça, Elle est chanteuse et danseuse parce que voilà, elle est formée aussi d'une compagnie de danse qui était la plus puissante en ce moment en Côte d'Ivoire, qui est le groupe le Côté Bas. Voilà. Et elles avaient un groupe, on les appelait les Go des Côté Bas. Voilà. Des femmes qui sont vraiment présentes et très puissantes. Et c'est comme ça que la chorégraphie derrière ces dames-là m'a encore nourri, m'a encore éveillé, m'a encore donné confiance de pourquoi j'avais accepté la danse. Voilà. Et suite à cela, de 2009 jusqu'à 2010, on était vraiment toujours dans ces jagots avec elle. Et la crise est arrivée en Côte d'Ivoire. Une crise post-électorale qui a vraiment mis un coup de pied sur la nation. Et voilà, de cette crise-là, je me suis retrouvé au village parce que voilà, il y avait eu vraiment des choses atroces dans la Côte d'Ivoire. Et surtout à Abidjan, voilà, là où tu sortais de la maison, tu voyais des corps qui étaient couchés, voilà, des choses comme ça. Donc, je ne pouvais pas supporter. Je suis allé au village pour me poser. Et j'ai fait 3 mois au village, 3 mois dans la réflexion, 3 mois en train de réfléchir, en train de penser à ce que je veux devenir, à ce que je vais faire, voilà, parce que passer ces moments les plus intéressants dans le milieu dans lequel tu te sens avec quelqu'un, et puis tout d'un coup, il y a un break. Bon, tu prends un coup. Donc, du coup, je ne savais plus où partir. Je me posais des questions si je devais continuer à danser. Et le même ami qui m'avait invité à venir faire le casting chez la dame s'est souvenu comme ça de moi, lui étant à Abidjan. Et un jour, moi, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé. Et il m'a dit, ah, mais Anissé, mais tu es où? Je lui ai dit, je suis au village. Il dit, ah, mais tu fais quoi au village? Il dit, ah, bon, avec cette situation-là, bon, je suis venu me poser un peu. Il dit, non, faut faire, tu vas venir. Ah, allez là, il y a beaucoup de mouvements à Abidjan ici, on s'est rejeté dedans. Voilà, j'aimerais aussi lui dire merci. Voilà, son nom, c'est Ange Badier. Voilà, et je suis rentré à Abidjan. Quand je suis rentré, voilà, et je suis allé le voir, il m'a dit non, j'aimerais que on forme notre groupe parce que lui et moi et les amis avec qui on allait former ce groupe-là, on faisait tous partie du groupe là où j'ai dit j'ai eu ma formation Oui, le voilà qui PVP, je ne est sais plus comment. Le PVP Dance du plateau. PVP Dance, voilà. Voilà, qui avait comme chorégraphe Taki Laurent et Hmm. Zamblé Olivier. Et voilà, c'est comme ça que je suis revenu à Abidjan et avec cet ami-là, on a composé tous nos amis qui étaient là, on a mis un groupe en place et c'est là que mes activités contemporaines vont commencer. Parce qu'on a commencé nous-mêmes, bon, lui qui était déjà mature que nous, il avait quand même connu des compagnies internationaux. Et c'est comme ça qu'on a commencé à se nourrir de toutes les matières qu'on avait chacune d'entre nous. Voilà, et puis, C'est aussi là que tu te poses la question, tu te dis, mais en fait, si je veux continuer dans la danse, il faut que je sache pourquoi je danse. ben, C'est à ce exactement, moment-là aussi, ouais. exactement, voilà. Il fallait que je sache pourquoi je danse, qu'est-ce qu'elle représente pour moi, voilà, parce que à mon intérieur, je suis très investi dans la spiritualité. Hmm. Voilà, je suis très investi dans la spiritualité et le simple fait d'être investi dans la spiritualité ne me permet pas d'être en tout lieu et dans tout. Voilà, donc du coup, je voulais surtout pas me tromper de ce que je fais. Hmm. Voilà, parce que même danser, il y a cette signification du mouvement exécuté par le corps. Voilà, qu'est-ce qui t'anime dans ton intérieur pour que tu puisses vraiment bouger. Voilà, et dans ma quête de spiritualité, voilà, il est dit dans certaines paroles puissantes que l'adoration est quelque chose qui plaît à Dieu Hmm. et la louange est quelque chose dans lequel Dieu se sent. Hmm. Mais quand on parle d'adoration, de louange, là, on donne place à la parole qui s'élève vers Dieu, qui, voilà.
mais on ne donne pas de place à la danse. Oh, pourtant, cette même parole-là dit que te mettre en train de danser, danser, danser pour louer ton Dieu, c'est encore une présence très, 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 très puissante. Voilà, parce que de là, rien ne se cache en toi. Voilà, donc là, il fallait que je sache vraiment pourquoi je danse. Et donc, avec ces amis-là, on a pu monter ce groupe au commencement qui était appelé Yefimois. Et on était au nombre de 13. Il y avait des concours qui s'installaient à nouveau dans la Côte d'Ivoire. Et on a eu la première fois de participer au premier concours de Bactel qui s'est installé. Et on a été les vainqueurs de ce concours. Et après qu'on a été vainqueur de ce concours, il y a eu quand même des petits chuchements d'histoire entre amis. Et moi, je me suis retiré parce que voilà, je voulais pas vraiment. Et dans cette même période, il y a eu la crise la plus violente de ma vie, c'est que je devenais père et je perdais aussi un père. Parce que j'ai eu mon fils le 21 mars 2013 et j'ai perdu mon père le 1er avril 2013. Donc, du coup, toute cette période-là, ça m'a encore j'étais dans ma pensée parce que j'avais toujours cette période-là où il y avait ces séquences de pause, réflexion, je me relance, pause, réflexion. Donc, pour cette fois-ci, j'étais là et j'ai dit, waouh, la seule personne qui est, au fait, un être humain, quand il est sur Terre, voilà, il peut tout perdre en confiance, mais quand il sait qu'il a un être qui est derrière lui, qui est son père, renaît encore un peu cette confiance-là. Mais là, je tournais, je ne voyais plus un être que j'appelais papa. Voilà, je le voyais tout seul dans la terre, enfermé avec le sable. Et là, je me dis, waouh, c'est fini pour toi. Et C'est toi, fini tu pour toi. deviens en plus, tu deviens papa. Et là, je C'est-à-dire deviens que papa. t'as plus le père vers qui te tourner et c'est vers toi qu'on se tourne. Oui, donc du Et coup, tu voilà, deviens une responsabilité. il y a, voilà, ce, ce changement brutal de dire je ne suis plus un enfant et que je deviens père. Mais je refuse. Je refuse toujours ça parce que je dis non, mais c'est pas comme ça que mon père devait partir. Il n'a même pas vu mon enfant. Mm. Il ne l'a même pas vu de ses yeux. Voilà, il était cloué à l'hôpital. Dès qu'un enfant est né, 10 jours après, lui, il est décédé. Donc, du coup, il y avait tout ce mal-là qui me rongeait, tout ça. Mais voilà, je suis ressorti de cette situation-là. Je vais dire, c'est la partie là où j'ai carrément décidé d'affronter ce milieu-là et de montrer vraiment mon moi. Voilà, parce que j'ai dit, bon, stop, 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 t'es plus un garçon, voilà, t'es plus un enfant qui court derrière les poches de papa, qui va crier derrière maman, voilà. Tu as un enfant qui va crier à toi. Donc, du coup, il faudrait que tu t'affirmes. Et c'est comme ça que j'ai décidé de m'affirmer et j'ai commencé à faire mes recherches. Je suis retourné dans mon monde seul parce que mon approche avec du monde, je ne me sentais plus. Je ne me sentais plus parce que chacun a sa manière de voir les choses et chacun a sa manière de vouloir contrôler l'autre. Voilà. Et puisque je suis quelqu'un qui n'aime pas gêner, mais qu'un être humain prenne le contrôle sur moi, c'est quelque chose qui est très difficile. C'est très difficile parce que je n'accepte pas qu'on me dirige. Voilà, je suis la seule personne qui me dirige. Donc du coup, voilà, j'ai pas trouvé bien, voilà. Mais je n'ai pas mis aussi en cause toutes ces années que j'ai passées avec tout ce monde-là. J'ai beaucoup appris. Et de ce moment-là, j'ai dit, bon, je vais m'investir en moi. Et j'ai commencé à bosser seul. Je quitte la maison, je vais m'enfermer dans la salle pour travailler seul. Et toute cette période de 2013 là, j'étais vraiment à fond, à fond, à fond en train de chercher des matières. Voilà. Et comme je le dis, le chorégraphe avec qui j'ai été dans le groupe PVP du nom de Nzitaki Laurent avait un livre de danse contemporaine qui donnait un peu plus de thématiques littéraires, de la danse contemporaine, de la danse classique. Et j'avais aimé ce livre-là, je voulais qu'il me la donne en 2012 quand je l'ai vu avec lui. Et il me l'avait refusé. Et là, en 2014, il m'a appelé comme ça chez lui à la maison. Et il m'a dit, ah ben, le livre là, tu voulais, tiens.
Et ça a été quelque chose, je vais dire, c'est le meilleur cadeau que j'ai reçu. Le meilleur cadeau vraiment que j'ai reçu parce que j'ai aimé, je cherchais vraiment à connaître le code de la danse. Voilà, afin que moi, je puisse me retrouver. Donc, du coup, avec ce livre-là, j'ai pu quand même me tracer un personnage corporel encore, parce que même si je l'avais, mais là, j'ai compris beaucoup de choses. Et Oui, donc, ça t'a permis d'assumer encore plus et de tirer des hum, choses que tu sentais déjà en toi. Heu, Finalement, ça faisait écho, mais avec, un autre vocabulaire oui, que oui, tu connaissais pas exactement. de la danse, ouais. Mmh. Et j'ai eu la chance dans cette période-là de me retrouver au bon lieu, dans un casting qui est passé toujours par le même chorégraphe. Voilà, parce que c'est ce chorégraphe qu'ils ont contacté parce que il y avait un casting qui s'organisait en Côte d'Ivoire d'une compagnie française qui s'est déplacée pour être en Côte d'Ivoire pour faire une sélection de 2 danseurs ivoiriens et 2 danseurs ghanéens. Et c'est le chorégraphe Nzitaki Laurent qui a été contacté pour savoir s'il avait des danseurs sous la main pour En les envoyer référence. dans ce casting. Mmh. Et du coup, il m'a contacté, il m'a appelé, j'étais assis à la maison un bon soir en train de regarder le soleil, en train de me poser toujours les mêmes questions de pourquoi j'avais choisi la danse et que je n'arrive plus à pouvoir me débarrasser d'elle. Voilà, elle vit en moi, je cherche quelque chose d'autre à faire, mais elle s'impose forcément à moi. Et donc là, j'étais même en larmes, je coulais les yeux, des larmes qui versaient tout seul. Et quand j'ai vu son appel, j'ai décroché, il m'a dit, tu es où? Je lui ai dit, ben, je suis à la maison. Il m'a dit, ben, si tu fais rien, viens chez moi à la maison. Voilà. Et passe, si tu peux passer chez tel ami, tu le prends, vous venez chez moi. Sans m'expliquer aussi certaines choses. Donc, j'ai porté un guide, j'ai porté un pull et je suis allé chez lui. Et j'ai passé chez l'un de mes amis. J'ai pris cet ami et on est parti chez lui. Arrivé là-bas, il nous a donné l'information qu'il a été contacté par un chorégraphe qui a son ami qui est venu faire un casting. Donc, du coup, lui, il ne pourra pas aller avec nous, mais il nous a donné le transport pour qu'on parte. Donc, du coup, on est parti sur les lieux et arrivé, je crois qu'il est parti avec nous en taxi. Et arrivé sur le lieu, il a constaté qu'on avait tous nos amis qui étaient présents sur scène. Et voilà, je pense que ça l'a un peu boosté parce que il n'était pas content de voir que, voilà, que tous nos amis qu'on connaît, des danseurs que lui-même il a formés, ont entendu cette opportunité-là et n'ont pas informé leurs amis, voilà, tout ça participer. Donc, du coup, il est rentré. Il est rentré. Nous, on ne savait pas qu'il était parti. Donc, nous, on est déjà sur le lieu. Et le chorégraphe en question nous a demandé qu'est-ce qu'on est venu faire. Donc, on a dit on était venu pour le casting. Et il nous a dit bon, que ça vaut pas la peine, voilà, parce que dans 3 jours, il fait sa sélection. Donc, du coup, voilà, nous, regardons En que celui gros, qui. si je comprends bien, je te coupe. Vous arrivez dans un casting d'une création internationale, une compagnie internationale qui en fait était déjà en cours, avait déjà commencé. Vous aviez pas eu l'info parce que c'est un peu la guerre, quoi. C'est la concurrence. Hmm, Et finalement, vous arrivez au moment où c'est presque déjà plié et oui, le chorégraphe qui recrute vous dit, ben là, les gars, c'est trop tard, quoi. Fallait venir avant, c'est ça. oui, oui. Et, et donc là, qu'est-ce qui se passe au final? Bon, là, je dis toujours, il y a toujours ce moment de stop et rebondissement. Donc, du coup, on se disait que c'était fini pour nous. Voilà. Et il y a eu un brusque changement parce que le chorégraphe a quand même eu de la compassion pour nous parce qu'il nous a demandé on vient de quelle commune. Et on lui a dit qu'on venait d'Abobo. Et vu que c'est un chorégraphe franco-ivoirien, il connaît quand même la distance de ce lieu-là à là où il faisait son casting. Il a dit, bon, je vais vous laisser la chance de monter. Voilà. Et vous avez jusqu'à 17 heures pour que je voie si je vous garde ou pas. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a eu la chance à 17 heures. Il nous a donné voilà, son impression voilà, qu'il allait garder 2 parmi nous parce qu'on est venu à 3. Voilà, et qu'on avait la chance de revenir demain pour continuer le casting avant qu'il fasse sa sélection. Voilà, donc nous, pour nous, c'était vraiment une autre chance voilà, sans pouvoir trop se mettre dans un rêve parce qu'on se disait que les autres, ils ont déjà 2 semaines d'avance que nous. Mais voilà, et je dirais, voilà, c'est la lutte de savoir qui tu es,
voilà, quand l'opportunité t'est donnée. Donc là, on rentre le lendemain, on revient, voilà, on a passé le casting et j'ai été par chance celui qui a été recruté parmi ce monde qui était présent. On était aux environs près de 28 à 30 danseurs sur scène. Voilà. Et il y a eu une sélection de 5 danseurs qui ont été faits. Parmi les 5 danseurs, il y en avait encore une semaine en cours pour pouvoir prendre 2 danseurs parmi les 5. Et jusqu'à la finale, j'ai été parmi les 2 danseurs qui ont été recrutés au niveau de la Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça que a commencé la première page de ma carrière professionnelle. Parce qu'avec cette compagnie, j'ai eu la chance de faire des représentations, une tournée internationale avec cette compagnie. On a commencé la création au Ghana et c'est pendant cette création au Ghana que j'ai fait ta connaissance, Kolo. Ouais, je pense que tu te souviens. Et c'est pendant cette création, voilà, que j'ai fait ta connaissance avec la compagnie Joseph Haka, voilà, avec sa pièce No Rules. Et suite à ça, on a fait la tournée européenne. Après la tournée européenne qui a eu lieu en 2015, je suis retourné chez moi en Côte d'Ivoire. Et là encore, c'était une nouvelle page encore de pause parce que une page professionnelle s'est ouverte à moi. Et là, tout de suite, en moins de 1 mois après la tournée, je sentais qu'elle se refermait. Voilà, parce que c'est difficile de regagner ces images-là et ces opportunités-là en Côte d'Ivoire. Parce que tout s'est fait beaucoup en secret, tout s'est fait beaucoup avec affinité, d'amitié, voilà. Et comme je suis quelqu'un qui est beaucoup solitaire, qui est en lui, voilà, pas que j'ai pas d'amis, j'ai des amis, mais bon, c'est comme si j'ai jamais eu d'amis. Voilà, c'est que je connaissais des personnes, mais j'ai pas vraiment d'amis, voilà. Donc, du coup, ça m'a aussi créé un peu tous ces moments de stop là. Et je me retourne en Côte d'Ivoire 2016, 2017, sachant que je suis père, je me suis engagé dans un boulot en plein temps, voilà, qui me permettait de pouvoir avoir de quoi à pouvoir nourrir ma famille. Et ce boulot-là, j'étais caissier dans un espace de restauration. Et du coup, ça bouffait tout mon temps. Ça bouffait tout mon temps, de 6 heures à 6 heures. Donc, du coup, ça bouffait tout mon temps. Je n'avais que les lundis et mardis comme jour de repos. Donc, de mercredi jusqu'à lundi matin, je suis à la caisse. Voilà, donc, j'avais plus le temps de penser à la danse, de penser même à des petites opportunités qu'il y avait pour que j'ai pas. Et le réveil encore a été fait à partir de 2017. 2017, le retrouvaille de ce chorégraphe avec qui j'ai participé pour ma première création en danse contemporaine, la compagnie Joseph Haka, le chorégraphe qui s'appelle Joseph Haka, qui est arrivé en Côte d'Ivoire, qui avait un stage organisé par le bien de sa compagnie en Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça que dans une cérémonie où il était présent, une question lui a été jetée, voilà, que, ah, mais c'est comment, où est ton fils? Et lui, il n'arrivait pas à faire référence. Il dit, mais attends, de quoi tu parles? Il dit, mais, ah, mais ton fils a Nissé. Et il s'est juste souvenu de moi à partir de là. Et donc, il a dit, mais attends, mais c'est vrai, lui, c'est mon fils, quoi. Cet enfant-là, je pense qu'il y a quelque chose qui nous parle, voilà. Parce que, bon, comme peut-être je n'ai pas vraiment dit au début, mais quand je suis arrivé dans son casting, simplement sa présence, quand mon regard s'est posé sur ce monsieur-là, j'ai senti que c'était la personne qu'il fallait pour moi, sur mon chemin. Voilà, c'était vraiment cette personne que je voulais. Voilà, donc moi, depuis là, j'ai commencé à le fatiguer. Je l'appelais mon père. Mon père, il me disait, tu m'appelles pas ton père, tu vois, je suis pas ton père. Mais en fin de compte, il a fini à adopter, voilà, ce que je disais de lui, qu'il était mon père, parce que même autre personne que moi disait, ah, mais et ton fils? Donc, du coup, il m'appelle et il me dit, tu es où? J'ai dit, non, je suis au boulot. Il me dit, tu fais quoi comme boulot? J'ai dit, ben, je suis caissier dans un espace de restauration, là. Et lui, il m'a balancé un mot, il m'a dit, ben, tu es dans un lieu qui n'est pas ta place. C'est pas ton travail, ça. Et donc, on sent vraiment dans ton parcours, il y a toujours ça, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des moments, il y a des grandes ouvertures, comme si tu acceptais et comme si la danse arrivait à toi et toutes les circonstances
extérieur aussi revenait, à un moment aussi où toi, dans ton intérieur, tu es ultra ouvert. Et puis après, il y a ces moments où ben, il y a la tendance à la refermeture, où du coup, on ne sait plus finalement si c'est l'extérieur qui teinte ton intérieur et qui fait refermer, ou si c'est le fait que toi tu te refermes qui fait que dehors il y a moins d'opportunités. C'est vraiment quelque chose de fort qu'on ressent, mais on ressent ce que tu as dit aussi depuis le début, c'est quand quelque chose est là pour toi, quand quelque chose est important pour toi et ton don est là où tu dois être, euh, tu peux pas le fuir d'une certaine manière. Et Ouais. donc là, si on, si on continue, en fait, finalement, Joseph, après, il te remet dans le. Joseph Aka te remet dans le circuit de la danse en te mettant en lien avec une collègue à lui, enfin, en tout cas, une chorégraphe dont il a entendu parler, qui fait un casting aussi, pareil, un peu international au Mali, c'est ça, et il t'aide à y aller. Bon, déjà, je dirais que voilà, il a connu aussi cette dame-là dans la même période. Et étant un chorégraphe bon comme lui, Joseph, il a carrément senti la présence de l'accompagnement de cette dame-là. Et il a dit non, ben, moi je suis pas au pays et je pense que cette dame-là, elle peut aider mon petit là. Donc du coup, il me dit ouvertement, ah, cette dame, il a eu échangé avec elle. Ils se sont retrouvés tous deux étant comme chorégraphe pour un événement et il aimerait vraiment que je vienne pour croiser cette dame. Et vu que la dame était en Côte d'Ivoire dans cette période, je trouvais une journée pour me faire une pause et je suis allé vers Joseph. Et voilà, on a passé une soirée où la dame était avec nous, juste échanger, voilà, sans trop, parce que lui aussi, il n'était pas vraiment amicalement ami à cette dame. Donc, il y avait tout des tas de choses, des distances qui existaient. Voilà, et voilà, il a eu à approcher cette dame pour permettre que je fasse partie du festival qu'elle organise, voilà, tout ça. Et la dame a dit, bon, que elle, il n'y a pas de problème, mais je me prends en charge. Ce qui veut dire qu'il fallait que je paye mon transport, aller-retour, et que Au Bamako, quoi. hein, oui, oui, jusqu'à Bamako, voilà, que je me trouve le lieu là où je vais dormir, tout ça, voilà. Elle m'accueille dans sa résidence. Pour ce qui est plateau de scène, de travail, il n'y a pas de problème, voilà. Elle me l'offre. Et c'est comme ça que j'ai dit, OK, Joseph m'a dit, ah, tu es prêt pour ça? J'ai dit, oui, je suis prêt. Il m'a demandé, ah, ben, tu as un peu de sous pour faire ton trajet? J'ai dit, oui, 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 j'ai un peu de sous. Il dit, bon, je vais quand même te donner un peu de sous aussi pour que tu mettes ça sur toi. Voilà, donc c'est comme ça que dans la même période 2017, je suis allé à Bamako en novembre, je crois, ouais, en novembre. J'ai demandé la permission dans le lieu là où je travaillais. Et parce que même le lieu là où je travaillais, personne ne me connaissait étant comme danseur. Personne. Donc j'ai dit à mon patron que, ah bon, je suis danseur à la base. Je suis danseur professionnel. Et bon, au début, il riait. Mais quand je lui ai dit, je dois partir pour quelque chose qui est vraiment important pour moi, voilà, il m'a quand même accordé ça et il m'a demandé que vraiment il veut que je revienne en décembre parce que décembre, c'est la période la plus intense dans ces lieux-là. Donc, je lui ai dit, OK, tout ça. Donc, je suis allé à Bamako et c'est de Bamako que naît ma première création personnelle. Voilà, parce que la dame nous a donné l'opportunité de pouvoir créer. Elle nous a donné une opportunité. Elle avait plusieurs artistes sous la main au nombre de 10 à 15 personnes. Et elle nous donnait le plateau du lundi au dimanche de pouvoir travailler. Voilà, et de trouver une performance de 10 minutes. Et c'est comme ça que moi, je commençais à travailler, voilà, tout ça. Et un jour, la dame m'appelle à l'intérieur et elle veut prendre un peu plus d'informations sur le sujet sur lequel je travaille. Et quand on a échangé, la dame et moi, sur le sujet sur quoi je travaille, la dame aussi m'a carrément jeté des paroles qui m'ont encouragé dans un but de pouvoir continuer, de ne jamais m'arrêter. Voilà, et c'est comme ça que je me suis trouvé chanceux. Voilà, je me suis trouvé chanceux, voilà, parce que avoir ces chorégraphes
de grands noms et de talents vraiment immenses comme Kathleen Noël. C'est pas du genre de chorégraphe qui a la, qui a du pain sur la langue. Non, non. Quand elle a quelque chose à te dire, elle te le dit. Voilà. Donc, du coup, elle m'a carrément donné des mots qui m'ont La nourri. force, quoi. Ouais, tellement forte que ça m'a donné vraiment cette force-là. Et bon, je me suis nourri de ça et j'ai eu des performances le jour de son festival. Et ma performance a vraiment plu à cette dame. Ça a touché cette dame et elle a dit qu'elle aimerait collaborer avec moi. Voilà. Et là, je gagne encore. J'avais un père et là, je gagne une mère qui s'engage dans ce milieu avec moi, qui me dit, je t'accompagne. Voilà, on a trouvé les compromis pour qu'on soit vraiment d'accord pour tout. Voilà, tout ça. Et parce que le jour où j'ai fait ma présentation, la dame, sur sa page, elle a balancé sur sa page et ça a créé tout de suite une opportunité. Voilà, il y a un festival en Afrique du Sud qui l'a contacté pour dire, ah ben, cet artiste, il vient d'où? Elle a dit, non, c'est mon fils, ça c'est ma formation, tout. Donc, elle a parlé du bien de moi, voilà, tout ça. Donc, le festival en Afrique du Sud a tout de suite coché pour que je sois en Afrique du Sud. Et elle m'a appelé, elle m'a dit, ah ben, tu es pour qu'on travaille ensemble? Je lui ai dit, je suis pour. Et elle m'a dit, bon, voici ça, j'ai eu l'opportunité de ce festival-là qui veut que tu viennes présenter ta pièce Rêve sans fin. Mais là, ici, tu l'as présenté 10 minutes. Mais là-bas, c'est un festival un peu de grand, voilà. Donc, du coup, j'aimerais que tu parles de 10 minutes à 20 minutes. Je lui ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Donc là, je finis là, je vais retourner en Côte d'Ivoire. Et la chose qui a changé un peu la donne, c'est que j'étais parti pour pouvoir payer, prendre tout ce qui est à mon compte personnel. Mais je suis revenu où tout m'a été rassuré par cette dame parce qu'elle était contente de mon travail. Elle m'a redonné le transport aller-retour que j'ai dépensé. Elle m'a dit que le lieu là où je dormais, il faudrait que je quitte là pour venir là où elle est. Voilà, elle m'hébergeait dans sa villa et bon, j'ai trouvé un peu déplacé de laisser la personne chez qui j'ai eu l'opportunité de passer ce moment. J'ai dit non, bon, comme lui m'a déjà donné l'ouverture de sa maison, j'aimerais terminer mon séjour là et que la prochaine fois, voilà. Donc, du coup, je suis ressorti de là avec encore quelque chose de plus. Et Mais c'est de là que a commencé le chemin de ma première création et en 2019, parce que c'était 2017, la première festival que j'ai fait là-bas pour la formation. Et en 2018, j'ai fait la performance chez Kathleen Noël, où mon projet a été balancé et l'Afrique du Sud a validé le projet. 2019, je devais aller jouer en Afrique du Sud en avril. Voilà, et voilà, j'ai été en avril avec Kathleen Noël, la chorégraphe, pour que je fasse ma présentation. La présentation s'est bien passée. Et suite à cette présentation aussi, j'ai eu un autre contact. Un autre contact qui vient de chez moi en Côte d'Ivoire, qui est une chorégraphe aussi des grandes figures, voilà, qui m'a proposé qu'elle était en train de sélectionner des danseurs, qu'elle va donner leur nom à l'Institut français pour une formation au CND. Et que si j'étais partant pour cette formation. Et j'ai dit oui que j'étais partant. Voilà, et c'est comme ça que j'ai eu la chance de me retrouver encore en Europe en 2019 en France, quoi. Ouais. Donc là, ça a été en France, quoi. Mais on sent vraiment que c'est des questions de réseau que tu disais. Ben moi, en fait, c'est pas que j'ai pas d'amis, mais c'est que comme je suis introvertie, j'ai pas de réseau parce que je traîne pas avec tous les gens où les choses se font. Tu disais, c'est un peu secret. Mais finalement, moi, ce que je retiens, c'est que quelle que soit notre nature, tu vois, qu'on soit de nature introvertie ou de nature euh, quand on arrive à être connecté à nous-mêmes et à qui on est vraiment, et qu'on se redonne de la force, il y a des opportunités qui se créent et qui nous poussent, qui continuent à nous pousser. Et si on se rappelle de ce que tu as partagé au tout début, c'est tes amis presque à l'école qui disent mais lui là, c'est lui qui doit faire la chorégraphie. Donc il y a un endroit où je pense que quand on est pleinement qui on est dans ce qu'on doit être, même si
on a des difficultés à l'assumer, même si on n'est pas dans le réseau, même si on n'habite pas la place qu'il faut habiter pour être vu. Il y a un endroit où on est rattrapé par ça. Et le fait d'être rattrapé par ça, c'est pas uniquement quelquefois par des opportunités qu'on pourrait qualifier de positives, mais ça peut être aussi par des épreuves. Oui, Par exemple, l'étape de ta maladie, moi je le lis comme ça. Je ne sais pas si c'est ça que tu ressens aussi. C'est aussi comme une main tendue. Alors presque, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu choisis? Et derrière, il y a ce miracle qui arrive. C'est toujours un peu des rappels, quoi, des formes de rappels de la vie. Est-ce que du coup, tu aurais un petit mot justement pour conclure, parce que ce bon, parcours est tellement riche, pour conclure sur tout ce parcours et ces questions d'identité, quoi. Qu'est-ce que c'est au final être soi-même pour toi? bon, déjà là, avant de répondre à cette dernière question, Mm. voilà, je vais revenir à ce que tu disais, voilà, que quand on a quelque chose, du coup, et même quand on n'est pas dans le bon lieu, voilà, et la situation va se créer pour que tu te retrouves vraiment dans le lieu qu'il faut. Voilà, comme je le disais, quand je me suis mis dans ce lieu où j'étais caissier restaurant, dans le restaurant, et il y a vraiment eu quelque chose qui m'a marqué là-bas parce que après mon retour du Mali, après tout ce qui était, j'étais dans ce lieu-là et une voix de l'intérieur me disait, quitte ici, quitte là. Et je refusais quand même, je refusais. Et c'est pas violence que j'ai quitté ce lieu. Quand je dis pas violence, c'est que c'était ma première fois de vivre ça. Voilà, c'est que c'est comme si je refuse d'aller dans le chemin là où je dois être. Parce que peut-être je commence à être endormi, parce que je trouve que le boulot que je fais là, je gagne carrément ma vie, je suis plus à l'aise, voilà. Donc du coup, je commence à abandonner l'identité dont je suis. Mais j'ai été carrément frappé violemment. Quand je dis frappé, c'est des coups qui m'ont porté. Et c'est venu du patron, celui avec qui j'ai travaillé. Lui-même, aujourd'hui, il ne saura pas quoi dire, pourquoi il m'a porté ces coups. Jusqu'à ce que j'aie la mâchoire cassée. C'est-à-dire ton patron? Oui, oui. Au fait, par une colère qui ne dit pas son nom, voilà, tout ça. Parce que moi, je me sentais bien là, je voulais plus partir quelque part, au fait. Et donc là, j'ai été carrément violemment tapé pour une raison que je ne saurais pas dire. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai quitté le lieu. J'ai quitté le lieu, C'est incroyable encore cette histoire, c'est encore une histoire incroyable. ouais, j'ai quitté le lieu et je me suis retrouvé, et ça s'est passé le 31 décembre 2018. Ah ouais. Et donc, j'avais mon fils qui était avec moi parce que je me suis déplacé avec lui pour aller dans ce lieu-là, qui n'est pas loin de ma commune, voilà, qui est à 1 heure, voilà, bon, pas 1 heure en voiture rapide, voilà, mais c'est, c'est dans la même ville, voilà. Et donc là, je me fais tabasser très dur. J'ai la mâchoire qui est carrément, le visage qui a complètement changé en une seule journée. Je suis assis le 31 là et je me dis, waouh, pourquoi moi? Mais attends, je vais mourir dans ce coin là. Attends, mais je ne connais pas la raison. Et le lendemain matin, le premier, je prends la main de mon fils et je dis, on retourne chez nous à la maison. Et c'est comme ça que je suis retourné. Et en 2019, je devais avoir, j'avais déjà un calendrier de représentation avec la compagnie Joseph Aka, avec qui j'ai fait la pièce No Mm. Rules pour le Massa à Abidjan. Donc, on avait les répétitions qui débutaient en février. Et moi, j'étais carrément couché. J'étais couché avec le visage tout enflé, avec 0 franc dans la poche parce que tout ce que j'avais comme argent a été même arraché par ce patron-là parce que voilà, il m'accusait d'avoir pris quelque chose de lui comme ça. Bon, je sais pas, voilà, mais bon, j'ai pas voulu mettre un peu les choses de ce côté-là. Moi, je l'ai mis directement dans une autre phase de quelque chose de très sombre veut m'arracher la vie. Donc Mm. du coup, je me suis retrouvé chez moi à la maison, en famille, et j'ai passé toute la période de janvier.
avec une mâchoire cassée, le visage qui continue toujours d'essonfler. En janvier, février, la période là où je devais commencer à travailler avec la compagnie. Quand la compagnie est arrivée, on a commencé les résidences pour la création, les répétitions. Et le chorégraphe voyait mon visage quand même pas mal enflé. Et je n'avais aucun remède. Voilà, la douleur, il fallait que j'acceptais la douleur. Voilà, et je savais pas aussi que c'était une fracture. Parce que je suis même pas encore parti à l'hôpital. Quand je suis parti à l'hôpital, il faut de l'argent pour que je puisse. Tu n'avais pas d'argent, donc tu Oui, n'avais pas de oui, médicaments, rien. voilà. Donc Donc du coup, urgence, quoi. Mm. pendant ces répétitions-là, mes yeux tombent sur des termites, sur les maisons des guêpes là, Mm. que je récupère et je mets du citron et que je plate ça sur ma joue. Et ça a commencé à m'aider parce que ça me Anesthésie. libérait un peu de la douleur, voilà, tout ça. Et c'est comme ça que je travaillais pendant toute la journée avec la compagnie qui était présente à Abidjan. Et jusqu'à ce qu'on parte faire nos représentations pour le Massa. J'ai carrément affronté nos deux représentations qu'on devait faire pour le Massa. Et c'est suite à ça, ce que j'ai reçu comme agent, voilà, que j'ai pu aller à l'hôpital pour voir ce que j'avais réellement. Et c'est comme ça que j'ai eu l'annonce que je suis, j'ai eu une fracture. Voilà. Et voilà, donc, et là encore, je fais encore un petit coucou de toutes ces personnes qui se sont mobilisées pour pouvoir m'aider à pouvoir avoir la chirurgie. Voilà, et j'ai été aidé par le chorégraphe Joseph Aka et ses amis, voilà, que je tairai le nom, voilà, et le grand frère Richard, Kwasi Richard, voilà, qui se sont organisés, qui se sont mobilisés pour pouvoir trouver des fonds pour que je puisse avoir Ouais, j'avais pas du tout su ça. Oui, cette opération-là. ah ouais, Et ok. juste après cette opération, c'est là que j'avais aussi déjà l'opportunité d'aller en Afrique du Sud, tout ça. Donc, je suis parti juste après l'opération, bloqué, la bouche fermée pendant 3 à 4 mois où je ne mange pas, je ne peux rien vraiment consommer. Voilà. Et c'est après ça que je me suis retrouvé en juin, parce que j'ai été en Afrique du Sud en avril. Et en juin, je me suis retrouvé au CND pour la formation et vu un peu tout ce que j'ai traversé, tout ce mal un peu dans ce beau pays qui est mon pays de naissance, j'avais vraiment du mal à accepter de me retourner. Voilà. Et chose que je savais que en prenant cette décision, ça allait frustrer des personnes qui m'ont quand même donné l'opportunité de venir à cette formation. Voilà, parce que c'est une opportunité qui m'a été donnée et moi, je l'ai saisi pour pouvoir, je l'ai saisi personnellement pour que je puisse vraiment ne plus vivre ce que j'ai vécu. Et c'est comme ça que j'ai décidé de rester sur le territoire français. D'accord, mais c'est incroyable. Donc c'est encore un exemple qui remontre vraiment ce que tu dis, quoi. C'est presque vraiment ce message. Dès que tu te détournes de qui tu es, il y a quelque chose qui te tombe dessus, quoi, et qui va jusqu'à te détruire, en fait, qui te détruit déjà, bah, un peu psychologiquement, mais qui te détruit physiquement aussi. Donc ça, c'est sur parce que là, faudrait, on va conclure pour nos auditeurs, mais euh, en quelques mots, qu'est-ce que tu pourrais dire, quoi? Quel serait toi ton message justement sur ce que c'est être soi-même et sur ce lien à l'identité profonde qui nous habite? Bon, là, je dirais ça dépend. Ça dépend de qui on choisit d'être. Voilà, parce que je pense que à la base, quand on a la naissance, on est en phase de deux identités. Voilà, qui sont les choses les plus primordiales qu'on fera face jusqu'à ce que nous quittons cette terre. C'est la vérité et le mensonge. C'est le mal et le bien. Donc, du coup, une fois tu t'identifies en quelqu'un qui doit marcher dans la vérité, qui doit être quelqu'un de bien, qui doit être quelqu'un de bon, à partir de là, c'est sûr et certain que tu dois lutter
tu dois tout le temps être l'exemple de ce que tu juges, voilà, et avoir la force de... Cela ne veut pas dire que tu ne feras pas d'erreur. Voilà, l'erreur, elle est humaine. Voilà, mais à partir de là où tu commets l'erreur, il faudrait que tu arrives à pouvoir te ressaisir le plus vite possible et de, et de la contrôler, voilà. Pas de la contrôler en la cachant, mais de la mettre en lumière pour que tu puisses ne plus laisser cela. Pour la transformer. Voilà. Bon, au fait, pour moi, tu vois, pour quelqu'un qui cherche la voie de la vérité, et quand il arrive qu'il a quand même posé un acte qui devient un grain de mensonge en lui, voilà, il faudrait que ce mensonge-là, il avoue ce mensonge-là pour que, voilà, elle soit à la lumière pour ne plus que, voilà, elle soit quelque chose, voilà. Parce que quand tu caches même un tout petit grain de quelque chose noir qui est en toi, il est impossible que ton être s'ouvre vraiment à toi. Voilà, pour que tu puisses arriver à ton être, il faut que tu sois d'abord toi-même euh, dans cette vérité-là. Donc, pour moi, je dirais que on, on devient ce que on est quand l'être est en face de nous et quand on accepte l'être. Mais on ne peut pas devenir, on ne peut pas être ce que on n'est pas. Pourquoi je dis on ne peut pas être ce qu'on n'est pas? C'est que tu prétends être quelqu'un qui partage la joie, qui partage le bonheur, et tu as quand même eu une petite erreur où tu as posé un acte de faux. Voilà. Et cet acte de faux là, peut-être, n'a pas été vu par quelqu'un. Personne ne l'a vu. Mais toi seul, tu sais que ton être l'a vu. Ton être qui est en toi, qui est la vérité, sait que tu as un mensonge en toi. Voilà. Donc, je pense que c'est le mieux, c'est d'avouer vraiment publiquement. Quand je dis publiquement, peut-être que ce mensonge-là, ça concerne peut-être quelqu'un qui est dans ta vie. Quand la personne va entendre ça, ça va outrer la personne, ça va frustrer cette personne, ça va enterrer cette personne. Voilà, tu te construis vraiment tous ces idées en disant que non, mais je ne peux pas dire à cette personne, voilà. Et tu veux la transformer, mais la transformer ne fera pas disparaître cela. Voilà, la transformer ne changera rien parce que tu ne pourras pas atteindre ton être, parce que ton être n'accepte pas ça, ton être n'a aucun élément du mensonge en elle. Voilà, donc du coup, c'est de comprendre que rester dans la vérité, rester dans son chemin, rester dans l'être qu'on s'est identifié va nous permettre de pouvoir arriver là où on veut vraiment partir, voilà, et de faire confiance, de ne pas avoir peur, voilà, parce que quand on donne place à la peur te permet de pouvoir couvrir des choses qui ne sont pas toi. Voilà. Bah, dis donc, c'est vraiment hyper fort de finir là-dessus. Merci beaucoup, Anissé. Donc, C'est vraiment, moi, je retiens, si je devais résumer, l'honnêteté envers soi-même, avant même de chercher l'honnêteté envers quiconque. La première chose, c'est l'honnêteté envers soi-même. Merci beaucoup, Anissé, d'avoir été là. On n'a pas pu prendre plus de temps par rapport à tous tes projets, mais sachez que Anissé a une nouvelle création en cours qui s'appelle Hors de moi. On va mettre bien sûr tous ses réseaux sociaux et des liens vers son travail pour que vous puissiez aller découvrir dans la description de l'épisode. Et d'ailleurs, pour cette nouvelle création, Hors de moi, la compagnie d'Anissé recherche des partenaires, des résidences, des coproductions. Donc, n'hésitez pas à le contacter si ça vous intéresse. Peut-être tu veux nous dire juste deux mots juste pour conclure sur cette nouvelle création. Oui, bon, déjà, je suis à ma deuxième création, et je dirais la première là où je travaillerai avec d'autres artistes sur scène avec moi. Et hors de moi, je fais
Je suis plutôt toujours dans mon sujet, dans une thématique qui est toujours focalisée sur le travail de l'existence de l'être humain et de la lutte qui est la chose primordiale pour nous, voilà, parce que dans ce monde, on ne peut pas, on ne peut pas mettre fin à une guerre sans pouvoir tirer gain des causes de la source. Voilà, parce que on a pris comme habitude de mettre fin à des guerres sans pouvoir connaître les vraies raisons. Et ces raisons-là, on ne nous l'avouera jamais. Voilà. Et quand quelque chose de ce genre se fait, ne pensons pas que la guerre a disparu. Voilà. Elle est simplement endormie et elle va se réveiller tôt ou tard. Donc, du coup, mon hors de moi, c'est vraiment ça. Et ça fait une référence au livre de Claire Marin qui parle d'une dame qui est, qui est hantée par une maladie qui l'a carrément terrassée. Et j'ai pris connaissance de ce livre-là et j'ai trouvé en lien vraiment ce que je voulais dire avec ce qui est dit de ce livre-là, voilà. Et faire ressortir de tout ce qu'on a à l'intérieur de nous, qui est une guerre, qui est un combat, voilà. Parce qu'il faut déjà comprendre que la guerre est quelque chose qui ne vient pas de l'extérieur. Elle naît déjà en nous. Voilà, de la même manière, je dis, quand on est, on a le bien, on a le mal, c'est déjà une guerre. On accepte déjà de comprendre déjà de quelle identité on est. Voilà, parce que je crois que il y a des choses qui sont difficiles à comprendre et à accepter. Il y a des identités humaines qui sont nourries que du mal. Il y a des identités humaines qui sont nourries que du bien. Et quand tu n'es pas dans ta vraie position, tu en souffres parce que ta conscience sera tout en face de toi. Pour quelqu'un qui se nourrit du mal, je pense qu'il s'en fout de la conscience. Voilà, mais pour quelqu'un qui dit je me nourris du bien, ta conscience sera toujours là si tu es en erreur sur une petite ligne. Donc du coup, je m'inspire un peu de ça, voilà, pour essayer de redonner ces trois personnages qui sont en nous, qui est le corps, l'âme et l'esprit. La guerre qu'elles ont déjà dans ce même univers dans lequel elles sont. Parce que le corps se nourrit de tout ce qu'elle voit et de tout ce qu'elle touche. Or, par contre, l'âme se nourrit de ce qui ne peut pas être compris par le corps. Voilà. Et c'est que le corps elle-même, parce que voilà, pour pouvoir nourrir l'âme, il faut être complètement vide. Voilà, il faut être vide et c'est ce qui permet que l'esprit te montre en tout cas ta destinée. Donc je suis un peu dans cette image-là, voilà, dans cette guerre qui prend le contrôle sur l'homme au niveau de la maladie. Quand on regarde l'extérieur de nous, au niveau des guerres qu'on retrouve dans le monde entier, on a vu ces gens de maladies qui se sont répercutés partout dans le monde entier, mais ça a commencé dans une petite zone, voilà, appelée le Covid, et du coup, comme ça, pouf, ça s'est explosé partout. Voilà, je pense que c'est une question de conscience et voilà, et on met fin à ces genres de choses-là avec simplement notre conscience. Voilà, nous avons vu tous quand on a commencé à croire vraiment que le Covid n'est rien que voilà un virus futile, ça a fini, elle a disparu. Voilà, donc je suis un peu dans cette thématique-là. Donc hors de moi, ça questionne l'injustice, hors de moi, ça questionne l'être emprisonné, voilà, tu vois, et l'âme souvent se plaint d'être emprisonnée dans le corps. Elle attend simplement quand le corps se met en repos. Voilà, comme je l'ai dit, l'âme ne se repose pas. L'âme ne se repose pas, elle attend quand le corps se met en repos. Et même quand on dort, on a des songes, on a des visions. Donc l'âme est toujours dans son monde de vivant, elle n'a pas de repos. Donc vraiment essayer un peu de trouver tous ces genres de choses-là, voilà, qui est une Ah, folie pour moi, mais dans mais en tout lequel cas, je on me a dis, hâte, on a hâte de découvrir ça sur scène, ouais, de découvrir cette nouvelle création sur scène. Merci beaucoup, Anissé. On va remettre tous les liens, hein, vous inquiétez pas, vous trouverez tout dans la description pour pouvoir suivre le travail d'Anissé. Encore un grand merci d'avoir été là et un merci à énorme toi, merci Colo. aussi d'avoir accepté aussi en plus l'invitation, bien sûr, sur mon clip. Merci beaucoup, Anissé. Merci pour ton partage très riche. Merci, je t'en prie.